Merci d'avoir accepté l'invitation du Think Tech Summit pour échanger sur ces startups qui ont des idées. On l'entend, on le sait, on va les saluer aujourd'hui en particulier. Elles ont de l'argent et de l'ambition, mais aujourd'hui, il leur manque souvent des talents. On vient d'entendre l'appel au recrutement de Pauline il y a un instant, cette pénurie qui frappe l'ensemble des métiers du numérique. Pour en discuter, on a pris, mais quel joli panel nous avons pour parler de tout cela. Ils répondent à votre micro. Oui, bonjour. Donc, on a intitulé cette table ronde la guerre des talents, la grande menace de la crise des compétences. Ça fait des années qu'on dit que dans le monde de la tech, on manque de talents, on manque de profils. C'est de plus en plus compliqué. Pour en parler, on a Marie Breyer avec nous qui est associée chez Fly Ventures. Alors vous investissez justement, les RH pour vous c'est quelque chose de très important, nativement j'ai envie de dire pour vous. Vous vous intéressez pas simplement aux startups qui ont de bonnes idées, un beau projet, mais il faut que derrière, côté RH, il y ait déjà des ambitions et il faut que ça tienne la route. Vous investissez dans des startups déjà très présentes à l'international. Saïd Amouche, vous êtes le fondateur de Mosaïque RH, donc un cabinet de recrutement et de conseil RH spécialisé dans la promotion de la diversité. Et donc vous avez monté une plateforme qui s'appelle Take Your Place il y a de ça 1 an. Et donc pour promouvoir la diversité dans la tech, et on y reviendra, et dans les startups, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Adrien Ledoux, vous êtes le directeur général de Job Teaser. Alors en gros, vous êtes un peu la courroie de transmission entre les entreprises, les startups et les établissements d'enseignement supérieur de manière assez large. Vous aidez les entreprises qui ne savent pas du tout comment faire pour aller pêcher les talents, à essayer de leur montrer de nouveaux profils, qui a d'autres solutions que les grandes écoles. Je grossis un peu le trait, mais voilà pour l'essentiel. Ma première question, et ça sera pour vous, c'est est-ce que ce manque de compétences et cette difficulté à recruter les talents, est-ce que c'est quelque chose qui s'est un peu exacerbé avec la crise du coronavirus ? Clairement, c'est quelque chose qui existait avant. Je pense que ça, c'est important de le signaler. Nous, donc, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans leur recrutement. Donc on est bien placé pour voir un peu les difficultés auxquelles elles doivent faire face. Et puis nous-mêmes, on recrute beaucoup, puisqu'on a prévu de recruter près de 200 personnes pour cette année. Et on voit que ce n'est pas facile. Et c'est quelque chose qui préexistait avant la crise sanitaire qu'on connaît encore actuellement. Et clairement, il y a eu un effet accélérateur avec le Covid à plusieurs niveaux. Je pense que le premier, c'est au niveau des entreprises, des recruteurs, parce qu'il y a eu un phénomène qu'on appelle de stop and go, que nous, on a vu très directement, puisque les entreprises sont nos clients qui recrutent des jeunes talents. Et forcément, au moment du pic de la crise Covid, il y a eu une panique, forcément. Comment on gère ça, comment on organise le travail différemment, quelles sont les perspectives aussi économiques pour l'entreprise. Et ce qui fait que les entreprises, pour la plupart, ont gelé les recrutements ou les ont sérieusement ralentis. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très important. Et là, en sortie de crise, puisqu'on en sort, c'est la bonne nouvelle, mais toutes les entreprises se mettent à recruter au même moment, avec des besoins énormes, avec un contexte qui repart, et elles cherchent toutes les mêmes profils, et c'est la foire d'empoigne. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, parce qu'on l'avait dit, nous, à nos équipes, vraiment au cœur de la tempête, leur dire tenez bon, parce que vous allez voir, quand ça va repartir très fort. Et ça a été énorme. Tout le monde en même temps, gros besoin de recrutement. Il y a eu un autre phénomène qui est important aussi, plus circonscrit à la tech. Je pense que Marie en parlera plus, mais il y a eu beaucoup de levées de fonds parce que les valeurs digitales ont été vues comme peut-être stables, sécures dans ces moments-là. Et donc des très belles levées de fonds. Donc ça, on va plutôt s'en réjouir. Quand on est nous-mêmes dans la tech, on ne va pas se plaindre. Mais tout d'un coup, beaucoup de moyens, beaucoup de volume de recrutement, énorme concurrence entre ces boîtes tech pour recruter sur des profils spécifiques. Et ça crée une inflation sur les salaires, etc. Et le dernier élément, pour terminer là-dessus, mais qui est important aussi, c'est côté candidat. Côté candidat, il y a un vrai changement qui était déjà aussi amorcé, mais il y a un rapport au travail qui évolue. Aux États-Unis, ils parlent de Great Resignation. Je crois qu'il y a eu 4,3 millions de personnes qui ont démissionné aux États-Unis en juillet 2021. Donc c'est énorme, parce qu'il y a un rapport au travail et à l'entreprise qui a changé. On est moins
propice à rester toute sa carrière dans l'entreprise, etc. Et si l'entreprise n'a pas des preuves de sens ou d'impact, si on entend beaucoup, nous, dans les candidats, parler de « je veux pas un bullshit job », je veux comprendre le sens de l'entreprise, son impact environnemental, etc. Le sens, est-ce que c'est une entreprise à mission, des choses comme ça. Et je ne viens pas si ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'est aussi nouveau. Donc les deux, concomitamment, ont eu un impact très fort qui est lié effectivement un peu au Covid. D'accord. Marie, je vous voyais sourire quand Adrien parlait d'impact social et puis de nécessité de ne pas avoir un bullshit job spécifiquement dans le monde de la tech. J'en reviens, est-ce que vous avez constaté que beaucoup de candidats, en fait, la crise du coronavirus en quelque sorte, a poussé des candidats à se reposer des questions finalement sur le fondement de leur travail, sur ce qu'il fallait faire, et puis finalement sont partis. Derrière, ça pose des problèmes évidemment aux entreprises et aux startups qui cherchent à recruter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Enfin, vous soutenez plusieurs entreprises, vous avez investi dans beaucoup d'entre elles. Quelles sont leurs problématiques aujourd'hui par rapport à ça? Alors, je peux peut-être faire une double réponse par rapport à ça. Parce qu'en plus d'être partenaire chez Fly, qui est donc un fonds d'investissement early stage qui investit dans les startups qui ont vocation à relever les grands challenges technologiques, donc spécifiquement on recrute beaucoup d'ingénieurs, de PhD, de spécialistes, c'est encore un sujet. Je suis aussi fondatrice d'un non-profit qui s'appelle Talent Letter et qui a déjà fait plus de 20 000 intros entre des top startups françaises et des talents issus de backgrounds super divers. Et c'est peut-être plus à ce titre-là que je pense que je suis pertinente pour répondre à cette question. Comme ça fait 6 ans qu'on rencontre des dizaines de candidats toutes les semaines, on s'est rendu compte, nous, avec Talent Letter, qu'il y avait vraiment un switch générationnel, mais qui s'est accéléré encore avec le Covid, sur l'envie des candidats que finalement même le salaire était moins un critère que la mission portée par les sociétés, que une boîte qui fait de la pub, non, moi j'ai pas envie de participer à la pub, j'ai envie de participer par contre à la réduction de l'impact carbone de l'industrie ou du monde économique sur le monde, j'ai envie d'un meilleur avenir pour les générations d'après, et que ça, quelque part, c'était devenu le premier driver des candidats, et je trouve que c'est particulièrement sensible, et je pense que tu pourras bien nous le dire, chez les moins de 30 ans et moins de 35 ans, où ça devient le premier choix, en fait, le sens, même devant le salaire, devant les perks, devant tout ce que peut apporter. Et alors ça, c'est un des grands drivers des candidats. Et le deuxième, c'est l'aspiration intellectuelle, et ça peut-être plus spécifiquement dans la tech, et peut-être plus spécifiquement les ingénieurs nous on connaît un petit peu mieux. C'est est-ce que je vais révolutionner la technologie? Est-ce que vraiment je vais participer à faire arriver le futur? Ça, c'est aussi un des grands drivers des candidats qu'on voit. Ouais. Saïd, quel regard vous portez sur l'écosystème de la tech et leur capacité à recruter les talents, et aussi issus de la diversité depuis toujours, en tout cas vous dites, mais que les startups ont du mal à changer leur logiciel de ce point de vue-là, que les problématiques RH passent finalement au second plan quand on parle de diversité notamment. Est-ce que ça s'est renforcé avec la crise sanitaire, ou est-ce qu'au contraire, le fait qu'on ait des difficultés à recruter des talents pousse les entreprises à changer un peu leur fusil d'épaule de ce point de vue-là? Oui, en fait, il y a pour moi un vrai paradoxe entre le modèle unique d'hypercroissance qui nécessite à un moment donné d'aller vite, de s'orienter sur un résultat immédiat, et la nécessité en fait d'avoir des approches probablement plus humaines, qui nécessitent probablement plus d'efforts et un réapprentissage de la manière de recruter en France. Je dis ça parce que clairement, si ces stratégies d'hypercroissance marchent, c'est parce qu'à un moment donné, on a aussi des modèles de recrutement qui sont hyper maîtrisés et qui ne permettent pas, en fait, d'inclure des profils différents. Donc, à partir du moment où on dépasse d'une oreille, c'est plus compliqué, en fait, de rentrer dans le prisme qui est attendu et le processus qui a été validé. En revanche, on se rend compte qu'à partir du moment où on décide d'orienter une vraie politique d'inclusion et de diversité, eh bien, ça nécessite de repenser, si on veut véritablement atteindre l'objectif final, la manière de travailler sur ces sujets-là.
Et ça passe probablement par dépasser l'intention ou la déclaration d'une direction générale, d'un entrepreneur qui veut se positionner sur ces questions-là, et que le sujet est beaucoup plus compliqué. C'est un sujet en fait qui est complexe, pas difficile à traiter selon moi, mais complexe. Et pour pouvoir réussir, il faut travailler de front plusieurs en fait thématiques, telles que le processus de sourcing, telles que le processus de préqualification et d'évaluation, le processus d'intégration, mais surtout aussi au final se dire où je veux aller. Où je suis sur ces questions-là, quel est en fait l'état de ma situation, quel est mon diagnostic en matière d'inclusion et de diversité en interne, et là où je veux être dans un an. Et donc si on ne se pose pas l'ensemble de ces questions, eh bien, en réalité, on se bat sur un marché en fait, de candidats qui est aujourd'hui plus que attendu, et on ne voit pas en fait, la masse de profils qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur donne la chance pour réussir. Je finis là-dessus. Lorsque le taux de chômage des jeunes baisse, parce qu'on a aujourd'hui un taux d'emploi qui n'a jamais été aussi haut depuis 15 ans, il n'a pas bougé dans les quartiers politiques de la ville, et il faut arrêter de croire que dans ces quartiers, eh bien, il n'y a que des gens qui ne souhaitent pas travailler. Est-ce que les choses évoluent pas quand même un petit peu, le fait justement que les startups et les entreprises aient des difficultés aujourd'hui à trouver chaussures à leurs pieds, à trouver les bons candidats? Est-ce que justement la diversité qui pouvait être, ou l'inclusion qui pouvait être considérée comme quelque chose d'assez marginal finalement auparavant, est-ce que ça devient une vraie problématique du côté des entreprises ou pas du tout d'après vous? Nous, on l'a vu. Alors, on a parti de ce constat, puisque Mosaic RH, en fait, c'est une organisation qui va avoir bientôt 15 ans. C'est une organisation qui a évolué, qui a créé une entreprise à mission qui propose des prestations de conseil RH, conseil en recrutement, et surtout, en fait, qui a fait émerger une fondation. Et en fait, la fondation détient 100% des parts d'une entreprise à mission. Et cette fondation s'appelle Mosaic. C'est une fondation actionnaire. Et dans le cadre de cette fondation, on a pu monter des expérimentations. Une expérimentation qui nous a intéressés, en fait, c'était quelle pouvait être notre contribution sur le secteur de la tech. Donc, on a monté un collectif avec une autre organisation qui s'appelle Diversity Days. Et on a réfléchi avec Guillaume Gibaud, qui à ce moment-là se posait des vraies questions en matière d'inclusion dans son organisation. Et on a fait le choix en fait, d'aller chercher des startups qui avaient des difficultés en matière de recrutement. L'objectif, là, c'était d'en avoir une petite trentaine. Et le but, c'était de les écouter en matière de besoins et voir comment on pouvait accompagner des besoins en recrutement, des besoins en business développement, des besoins autour du community manager. Et on s'est rendu compte que c'était des jobs qu'on retrouvait et qui ne nécessitaient pas forcément d'avoir fait une grande école. Puisque si on s'intéresse davantage sur les soft skills, on peut peut-être un peu plus se démarquer du cycle de formation et s'intéresser en fait aux qualités intrinsèques de l'individu et pousser l'individu au regard de ce qu'il sait faire et de son potentiel. Et cette expérience nous a amené à nous rendre compte que finalement, c'était plus un problème d'identification de profil, puisqu'on présentait les profils aux recruteurs, c'était plutôt en fait un problème lié en fait à la capacité à pouvoir entendre ces profils, les recevoir rapidement et pas attendre d'avoir épuisé sa shortlist d'un côté et quand on avait plus de solutions, se retourner sur le vivier complémentaire parce que ce vivier est souvent vu comme un vivier de seconde catégorie, moins performant, moins qualitatif. Et donc voilà, c'est toutes ces perceptions et ces préjugés qu'il faut déconstruire si on veut amener en fait une transformation en fait des pratiques RH. Adrien, vous me disiez en amont de cette table ronde, mais que d'une certaine manière, vous avez senti en tout cas une évolution des entreprises, notamment sur les sujets d'inclusion et de diversité, et qu'en clair, maintenant, elles ont finalement plus trop le choix de s'y intéresser vraiment. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on entend plus parler qu'il y a quelques années, et je pense que notamment, il y a un constat qui est ce qu'elles appellent leur talent pool, c'est-à-dire c'est là où elles sourcent des candidats, c'est pas suffisant pour répondre à leurs problématiques de recrutement. Donc on a des entreprises qui viennent nous voir en disant on avait une liste d'écoles, en gros c'est comme ça que ça marche, et on sourçait dans ces écoles-là, il faut qu'on élargisse, mais là, c'est là où c'est plus compliqué en général. Et il y a une vraie intention, nous, qu'on voit de nos clients, notamment dans l'équipe ressources humaines, mais parfois le blocage il se fait au niveau des managers. C'est-à-dire que l'équipe ressources humaines essaye d'insuffler quelque chose, mais c'est le manager qui a ses habitudes, qui aime bien recruter dans la formation que lui-même a fait, ce genre de choses, qui peut bloquer, et donc finalement l'équipe ressources humaines va revenir en arrière.
Et nous, ce qu'on voit avec Job Teaser, c'est que nous, notre modèle, c'est de travailler avec les écoles et les universités. Et un client de Job Teaser, par défaut, puisqu'on essaie d'encourager justement à ce que l'entreprise ne recrute pas que sur une liste restreinte d'écoles et universités, qui diffuse ses offres sur l'ensemble de notre réseau. Et donc, par défaut, quand vous diffusez une offre de recrutement sur Job Teaser, elle part dans les 700 universités de notre réseau. Et ce qu'on adore, nous, c'est avoir des retours d'entreprises qui nous disent « Avant, j'aurais jamais posté cette offre dans cette université que je ne connaissais pas, dans telle ou telle région. J'ai vu qu'ils avaient un master packaging super bien, et je vais me mettre à recruter. Parce que c'est des super profils, mais il y avait un a priori qui était, ou soit un manque de connaissances, souvent. Et à partir du moment où elle voit qu'il y a des formations qui sont intéressantes dans ces universités, elle se dit tiens, il y a des talents qui existent et qui sont forts. Et nous, on a aussi un homologue américain qui fait la même chose que Job Teaser aux États-Unis, qui s'appelle Handshake. Et on voit un écart énorme. C'est-à-dire que là-bas, c'est vraiment quasiment, quand on commence à nous parler des entreprises américaines ou des entreprises anglo-saxonnes, je me souviens des premiers pitchs qu'on leur faisait. On leur montrait, nous, comme on a l'habitude de la France, la liste des écoles universités avec lesquelles on travaillait. Et on disait, ah bon voilà, on n'a pas encore celles qui sont entre guillemets tout en haut du classement, donc on se pensait que ça serait un frein, quoi. Et en fait, c'était l'inverse. C'était, ah mais ça, on n'a pas besoin, on sait les adresser. On va sur leur forum, vous savez, on sait faire. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est celles qui sont peut-être moins connues, moins prestigieuses sur le papier, sur lesquelles il y a des talents, et c'est là où on veut faire un effort particulier. Donc nous, on n'était pas habitués. Et là, on a vu un retard par rapport aux États-Unis, avec des objectifs beaucoup plus forts des entreprises pour recruter des profils qui sont plus diversifiés. Et ça nous a vraiment frappé. Donc pour l'instant, on voit que ça amorce ce changement pour élargir son pool de candidats, c'est clair. Mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup de travail, ça c'est sûr. Marie, est-ce que avec votre casquette notamment de Fly Ventures, mais est-ce que vous sentez une évolution dans l'écosystème des startups sur la volonté de recruter de manière un petit peu plus diversifiée qu'avant? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de bouger ou pas? Parce que finalement, c'est un peu votre marque de fabrique quand même chez Fly. Vous faites partie des rares à justement vous intéresser à ça dès le départ. Est-ce que les choses évoluent là-dessus ou est-ce que encore trop souvent vous rencontrez des startups qui s'intéressent au RH dans un troisième temps, quatrième temps, ou est-ce que au contraire maintenant c'est devenu la priorité des priorités? Alors dans les startups, ça va un peu peut-être contraster avec des politiques de grands groupes qui ont d'autres contraintes, mais ce qui est sympa aussi, c'est que tu peux tout remettre en question et tu n'es pas obligé de te poser de limites conceptuelles dans la culture d'entreprise que tu as envie de commencer dès le départ. Et donc nous, on voit un truc qui est à l'extrême de ce dont on vient de discuter là, c'est-à-dire des startups qui, de plus en plus, et les 3 dernières que nous on a financées, elles sont sur ce paradigme-là, c'est-à-dire qu'elles sont global first, c'est-à-dire j'ai pas de bureau, je suis partout dans le monde, ou alors j'ai un bureau, j'ai 2 bureaux, j'ai peut-être un bureau à New York, un à Paris, mais en fait tout le monde a le droit de travailler d'où il et je vous dis ça légitimement, les 3 dernières compagnies qu'on a backées sont effectivement complètement full remote, ce qui leur permet d'avoir de super ingénieurs indiens, des super ingénieurs qui quittent la Russie en ce moment, qui viennent s'installer à Londres. Et c'est encore plus, tu parlais beaucoup de levées de fonds qui arrivent dans la tech. Là, en ce moment, je pense les développeurs généralistes, qu'on appelle full stack, en ce moment, leur salaire est passé peut-être 50 000 € en moyenne il y a quelques années à 80 000 en moyenne à Paris. Il y en a un nombre fini. Et ça te permet d'adresser cette concurrence incroyable qu'il y a maintenant entre toutes les startups parisiennes, mais aussi de Londres, de Berlin et puis US qui viennent ici, ou même les GAFA qui nous prennent aussi peut-être 50% des promotions de data science et d'ingénierie des meilleures écoles. Et voilà, je pense que les startups, elles ont une réponse extrême à ce problème qui est, si c'est comme ça, on va chercher partout, et on va essayer au maximum de travailler sur nos politiques pour éviter toute forme de discrimination, voire pour essayer de promouvoir au maximum des diversités de pensée dans nos structures. Avec, tu as vu l'émergence notamment de chartes, que ce soit notamment poussées par France Digital ou par d'autres organisations de la tech, pour matérialiser en fait et rendre concret ces formes de promotion de la diversité. Et donc je pense que les startups, elles ont été déjà surcontraintes par la compétition sur certains types de jobs, et elles
prennent les réponses extrêmes qu'elles ont eues à cette surcontrainte, et ben elles sont en train de finalement les propager à tous les autres types de jobs. Donc tu vas avoir ton office manager à Clermont-Ferrand et puis ton développeur Rust qui va être peut-être en Belgique, et puis Donc ça commence à l'étendre. ton CMO à New York. Et en fait, c'est OK. Tout le monde arrive à très bien travailler comme ça. Et voir, nous, on trouve sur les sociétés qui ont choisi ce type de... Alors ça marche pas pour toutes les sociétés, je pense, mais en tout cas pour nous, spécialement souvent des éditeurs logiciels, eh ben, on les trouve plus performantes que ceux qui choisissent d'être dans un seul bureau. D'accord, donc en plus ça peut se valoriser. Eh ben, quand ça marche vraiment bien, quand la culture est faite autour de ça et quand vraiment c'est bien réfléchi, nous on trouve que vraiment ça leur donne une capacité à recruter des gens extrêmement... des gens où on n'aurait pas imaginé les trouver ici, par exemple. Et on est très surpris, ouais, on imaginait bien, mais en tout cas, on est très surpris de voir que ça se matérialise aussi dans leur capacité à lever des fonds plus importants, dans des valorisations plus importantes et dans des meilleures réussites commerciales. Saïd, comment est-ce que vous travaillez, vous, pour essayer de faire un peu évoluer les mentalités dans l'écosystème de la tech? Pareil, en amont de cette table ronde, vous m'expliquiez que c'était quand même encore un écosystème assez clos, hyper fermé, qu'au niveau des RH, c'était très difficile de faire bouger les lignes. Comment est-ce que vous faites? Alors d'abord, je pense qu'il faut aider à sortir du déni, parce qu'il y a quand même un niveau de déni qui est assez important d'une manière globale en France, même s'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'engagent. C'est pas parce qu'on a un DG qui est engagé que toute l'entreprise est embarquée. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à faire un travail de sensibilisation fort sur ces questions. Comprendre que recruter dans la diversité, c'est pas forcément prendre un risque, mais c'est peut-être aussi un facteur de performance économique. Nous, on a sorti une étude avec la Fondation Mosaïque et le Cercle des économistes qui démontrait qu'une mise en place d'une politique économique en France, eh bien, c'est plus de 0,5% de PIB en plus. Donc ça, c'est concret, c'est chiffré, c'est le Cercle des économistes, et ça dit en fait que ce sujet peut être aussi et doit être d'abord pris avec un prisme économique, et ça a des conséquences évidemment de vertu sociale. La deuxième chose sur laquelle il faut aussi regarder de près, c'est comment on équipe, comment on donne des outils, comment on permet en fait de donner un certain nombre de partage de bonnes pratiques, accès à des bases de données, candidats qualifiés, la possibilité également en fait de donner des contenus de formation, des webinaires et autres. Et nous, on a décidé de faire deux choses. C'est que d'abord, première chose, il faut continuer à stimuler des candidats qui s'autocensurent sur la question de on a besoin de vos compétences dans le secteur de la tech, et donc faire en sorte que des entrepreneurs, que des professionnels puissent venir parler à cette jeunesse, c'est super important. Donc comment on crée en fait un canal de promotion spécifique pour pouvoir créer en fait des stimulations particulières. Et puis la deuxième chose, c'est comment on accompagne les recruteurs, les managers en leur donnant des outils. Et on a créé pour ça une plateforme qui s'appelle diversifiervostalents.com. On retrouve aujourd'hui 40 000 candidats qui sont préqualifiés avec la techno d'Assess First, et qui permet à un moment donné de regarder le profil plus sur son expérience antérieure ou son CV, mais plus sur leur soft skills. Et ça, c'est hyper intéressant de prendre cette clé pour pouvoir analyser. Et puis le troisième élément sur lequel on a travaillé sur le secteur de la tech, c'est qu'on a eu des discussions assez fortes avec des VC, notamment stimulés par Alexandre Mars, par Nicolas Sellier, par Laurence Meignery, par Fanny Picard. Et on a fait le choix de s'organiser autour de ce club qui s'appelle Take Your Place, pour que en fait, ces fonds puissent payer des cotisations pour permettre à leur participation ou à d'autres de venir en fait utiliser l'offre de service Take Your Place. Et donc du coup, c'est un truc qu'on va lancer vendredi prochain là, et on va regarder comment on va créer plus de stimulation dans l'écosystème pour venir se former, parler en fait des bonnes pratiques, partager en fait de l'expérience, et surtout en fait participer en fait à des événements de rencontres où un certain nombre de candidats sont préqualifiés. Voilà.
Merci. Adrien, vous de votre côté, comment est-ce que vous travaillez avec les grands groupes ou les startups? Vous faites un travail d'identification et de sourcing au niveau des candidats très important en amont. Vous identifiez davantage de soft skills qui peuvent devenir en fait beaucoup plus importante, mais derrière, comment est-ce que vous expliquez aux grands groupes et aux entreprises, aux services RH parfois un peu poussiéreux, que bah oui, c'est le bon candidat et qu'on peut y aller et qu'il n'y aura aucun problème avec l'entreprise ou sa culture? Nous, ce sur quoi on travaille en ce moment, en se reconnectant à notre mission qui est d'accompagner les jeunes dans leur orientation professionnelle, c'est pour ça qu'on a créé Job Teaser au début. C'est qu'on ne savait pas très bien quel métier, quelle entreprise on voulait faire, et on était frappé du peu de solutions qu'il y avait pour guider les jeunes dans leur choix de carrière. Et que le choix se fait souvent par défaut, et qu'au bout de 4-5 ans, 10 ans, on se rend compte qu'on n'est pas du tout à sa place, qu'on n'est pas en ligne avec ses talents en général, et ça peut conduire à des situations de burn-out, des choses comme ça. C'est pour ça que nous, on a construit Job Teaser. Et la réponse à cette question sur comment accompagner les entreprises, nous, on la prend côté candidat avec un travail qui nous paraît important, qui est une étape qui n'existe presque jamais sur les sites de recrutement. C'est une étape de connaissance de soi. C'est la base pour bien s'orienter, c'est se connaître. C'est quoi mes passions? C'est quoi mes talents? Dans quoi je suis bon? Dans quoi je serai épanoui? Et on est en train de développer des outils qui permettent aux candidats de se poser ces questions-là, plutôt que de se lancer un peu tête baissée et de se rendre compte après, voilà, quelques temps plus tard, qu'ils ne sont pas au bon endroit. Et on travaille avec les écoles et universités sur ces sujets. On aimerait bien qu'il y ait un cours de connaissance de soi dans les écoles et universités. Ça semble un peu la base, en fait, quand on réfléchit. Et ça n'existe pas, en fait. On l'a vu en Norvège, il y a un cours du bonheur, ça c'est extraordinaire, où on apprend à mieux se connaître pour faire les bons choix. Et donc ça, pour répondre à la question, ça permet aux candidats d'identifier des soft skills. C'est quoi mes aptitudes? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la notoriété, le prestige? Ou est-ce que c'est le sens? Est-ce que c'est l'impact? Des leviers de motivation? Qu'est-ce qui est important pour moi? Mais aussi mes soft skills dont on parlait. Dans quoi je suis bon? Je suis bon pour négocier, je suis bon pour persuader les gens, pour les embarquer, pour raconter une histoire. Et ça va. Notre but premier, on le fait pour les candidats à la base, puisqu'on a créé Job Teaser pour ça, pour créer une expérience d'orientation en ligne avec les écoles et universités. Mais demain, l'idée, c'est que l'entreprise en face soit capable de dire aussi, je ne recrute pas que sur le diplôme, je recrute aussi sur des potentiels, des aptitudes, des soft skills, des choses qui sont assez peu regardées. Et si on arrive, parce qu'on a commencé côté candidat, donc vraiment, c'est notre travers, on pense, les clients sont les entreprises, mais on a construit Job Teaser pour les étudiants. Mais si on arrive à reconnecter les deux, aider les candidats à mieux s'orienter, et en face, dire aux entreprises, regardez recruter différemment, et on n'est qu'au début, mais aussi sur des soft skills, des motivations, des niveaux de motivation, c'est hyper important aussi pour un rôle. Et ce candidat que vous auriez peut-être pas spoté parce qu'il n'est pas dans votre liste d'écoles dont on parlait et d'université, par contre, il a les soft skills que vous voulez, il a la motivation et les valeurs que vous souhaitez. Et là, c'est un travail qu'on commence à voir côté entreprise, un travail sur la culture de l'entreprise. C'est des choses qui avaient été peu faites, mais dans un contexte de rétention, de difficulté à fidéliser les talents, les entreprises commencent à se rendre compte de l'importance de c'est quoi ma promesse, c'est quoi ma proposition de valeur, qui doit être un discours de preuve. Voilà. Et c'est en cela qu'on essaye d'aider. Ça marche. Écoutez, je vous remercie beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Pierre Manière, merci madame, merci beaucoup messieurs. Quel plaisir de vous entendre encore et toujours.